Les thérapies ciblées, comme tout traitement, provoquent des effets secondaires. Leur toxicité dépend du médicament utilisé, de la tumeur identifiée et du patient. La bonne nouvelle, c'est que ces effets secondaires peuvent être évités ou atténués. Je reçois le docteur Mario Di Palma pour nous éclairer. Bonjour docteur Mario Di Palma. Bonjour. Les thérapies ciblées, c'est quoi? Alors une bonne question. Ces dernières années, on a fait énormément de progrès dans la connaissance de la mécanique du cancer. Qu'est-ce que ça veut dire, la mécanique du cancer? C'est tous les mécanismes par lesquels, d'abord, le cancer peut commencer, peut se développer, peut migrer, les cellules cancéreuses peuvent migrer pour donner ce qu'on appelle des métastases à distance. Avec tous ces progrès, on a pu identifier en fait un certain nombre de cibles particulières qui sont souvent des protéines en fait normales de l'organisme, mais que la cellule cancéreuse va pouvoir détourner à son profit. Et un exemple, on a une protéine tous qui nous sert à fabriquer des vaisseaux sanguins. Et bien, certains cancers, comme le cancer du rein par exemple, est capable de produire sa propre protéine pour développer ses propres vaisseaux sanguins et pouvoir se développer. Eh bien, si vous ciblez cette protéine, si vous la bloquez, eh bien, vous bloquez aussi le développement du cancer. Quels sont les principaux effets secondaires des thérapies ciblées? Alors, des thérapies ciblées, aujourd'hui, il y en a des dizaines. C'est vraiment le domaine dans lequel on a le plus de progrès ces dernières années. Et donc, vous allez trouver des applications dans tous les types de cancers. Et donc, évidemment, les effets secondaires vont être variables, en fait, d'une molécule à l'autre. Globalement, les effets secondaires vont être en fonction d'une part du traitement, mais aussi beaucoup en fonction du patient, et puis des réactions individuelles. On va pouvoir trouver des problèmes digestifs parfois, des problèmes de transit intestinal, de diarrhée par exemple, des choses comme ça, des aftes, beaucoup et souvent de problèmes au niveau de la peau, des éruptions cutanées, des sortes d'acné un petit peu qui peuvent être extrêmement gênantes. On peut avoir aussi des problèmes au niveau des reins, du foie. Ces problèmes sont relativement rares, heureusement, mais ils existent. Et vous avez deux types finalement d'effets secondaires. Ceux qui peuvent être graves, ceux-là en général on les identifie vite et on va prendre les mesures nécessaires, mais il y en a aussi des effets secondaires qui peuvent apparaître moins graves, mais qui dans la durée peuvent être insupportables pour les patients. Par exemple, les éruptions cutanées dont je parlais, des sortes d'acné un petit peu qui peuvent être vraiment très gênantes. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment un intérêt à dépister ces effets secondaires, à les identifier le plus rapidement possible, parce que plus tôt on va les prendre en charge, plus la prise en charge sera satisfaisante finalement et simple pour les patients et efficace. Ces effets secondaires, vous en avez parlé, mais est-ce qu'ils sont temporaires ou est-ce qu'ils peuvent aussi être permanents? Alors c'est variable. Vous allez avoir certains effets secondaires qui vont être très, très transitoires finalement. Il y a un cap à passer et ce cap on va le passer par exemple en modifiant la dose du traitement. D'autres vont être permanents et dans ce cas, il y a deux cas de figure finalement, soit des toxicités qui sont importantes, potentiellement dangereuses, et donc on va être amené à changer de médicament complètement, ou bien on va adapter la dose ou la modalité de traitement et ça permet de passer finalement et de vivre avec ces toxicités. Dans tous les cas, il est très important d'écouter les patients, de les accompagner et vraiment d'être au quotidien avec eux pour justement gérer au mieux ces effets secondaires et essayer vraiment de voir comment eux les perçoivent. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Donc ce que vous voulez dire, c'est que les thérapies ciblées, on les prend longtemps. Voilà, c'est des traitements qu'on va prendre souvent longtemps, des mois, voire parfois des années. Donc on est vraiment dans la durée. Et cet aspect de durée est très important parce qu'encore une fois, un effet secondaire qui apparaît comme étant peu gênant peut devenir vraiment insupportable dans la durée. Ces effets secondaires sont-ils les mêmes pour toutes les personnes qui prennent des thérapies ciblées ou varient-ils? Non, ces effets secondaires, comme toujours lorsqu'on parle de médicaments, vont être variables selon les patients. Donc on est vraiment sur des suivis qui doivent être personnalisés, individualisés. On n'a pas de moyen de prévoir finalement est-ce que tel effet secondaire va survenir ou pas, d'où l'importance vraiment de suivre de très près les patients, surtout pendant les premières semaines de traitement. C'est là où tout va se jouer en fait. Comment est-ce qu'on peut prévenir ou en tout cas limiter les effets secondaires induits par les thérapies ciblées? Est-ce que vous avez des conseils pour les patients? Alors l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un suivi très régulier et donc de s'organiser avec l'équipe soignante, avec les infirmières de coordination, avec les médecins. Le rôle du médecin traitant est aussi très important dans ce cadre-là, pour justement être capable très vite, en cas de survenue d'une toxicité, de l'identifier, savoir s'il faut s'en inquiéter ou pas, et pouvoir très vite mettre en place les mesures correctives. C'est le cas par exemple, je reviens sur les toxicités cutanées, eh bien on a des moyens effectivement, des applications de certains
pommades par exemple, qui vont être extrêmement utiles à condition d'être utilisées très tôt. Donc on est vraiment sur du dépistage plus que vraiment de la prévention en fait dans ce cadre-là. Les thérapies ciblées, donc les premières ont apparu sur le marché il y a 20 ans. Ça fait 10 ans qu'on les utilise beaucoup. Peut-être vous pouvez nous éclairer sur ce processus? Ce processus, il est vraiment lié aux découvertes finalement. Et encore une fois, on commence à avoir une idée, alors je ne dis pas qu'elle est complète, loin de là, mais de plus en plus précise de la mécanique intime finalement des cellules tumorales. Comment ça fonctionne? Pourquoi une cellule devient cancéreuse finalement? Comment elle se développe? Et à chaque fois, si vous voulez qu'on va avoir des éléments nouveaux, à chaque fois, ça veut dire qu'on a des cibles potentielles pour des traitements. Et donc ces dernières années, on a en permanence de nouveaux médicaments qui sortent et qui permettent d'avoir un arsenal de plus en plus large et je dirais de plus en plus adaptable à chacun des patients et à chacune des pathologies qu'on va traiter. Donc en tant que patient, il ne faut pas que je sois inquiet qu'on me prescrive des thérapies ciblées? Non, alors bien sûr qu'on est inquiet quand on a un cancer et c'est normal d'être inquiet, bien sûr. Et nous sommes là pour vous accompagner, pour accompagner les patients dans leur chemin sur le traitement. Mais ce sont des traitements pour lesquels on va vraiment travailler avec les patients sur le long terme. Ce travail en commun, je dirais, est encore plus important que lorsqu'on parle de chimiothérapie, par exemple, parce qu'on va être dans la durée. Et aussi, c'est un élément essentiel, parce qu'on parle de traitements qui se donnent par voie orale. On parle de comprimés. Donc que les gens vont être amenés à prendre chez eux, évidemment. Donc ça change complètement la donne, je dirais, en termes de besoins de suivi et en termes d'organisation des soins. Peut-être vous pouvez préciser justement ce point qui semble crucial pour les patients. C'est un médicament qui est pris à domicile, donc pas besoin d'être en ambulatoire ou être hospitalisé. Et comment se passe le suivi du coup? Alors justement, ça nous oblige, professionnels de santé, hospitaliers, ces médicaments qui sont prescrits d'abord à l'hôpital, bien sûr, nous oblige à nous organiser en fait. Donc à être ouvert sur l'extérieur, à être accessible, que ce soit pour le patient, que ce soit pour ses proches, mais aussi pour les professionnels de santé libéraux, le médecin traitant, l'infirmière éventuellement qui va voir le patient pour autre chose, ou le pharmacien d'officine. Il y a une nécessité d'avoir des outils pour suivre ces patients. Il est évident que la révolution digitale qu'on est en train de vivre actuellement dans tous les domaines de la vie est encore plus importante dans le domaine de la santé et encore plus lorsqu'on parle de thérapeutique orale, puisque c'est grâce à ces outils qu'on va garder finalement le contact avec le patient, qu'on va être capable aussi de suivre beaucoup de patients en même temps avec des systèmes d'alerte qui nous permettent d'identifier rapidement lorsqu'un patient a besoin de nous. Docteur Mario Di Palma, donc vous êtes oncologue médical, vous êtes chercheur, vous avez passé 20 ans à Gustave Roussy, donc une grande partie de votre carrière est dédiée à la recherche. Qu'est-ce qui vous anime? Ce qui m'anime, c'est le besoin de faire toujours plus et toujours mieux pour les patients. Alors je sais que ça a l'air comme ça, un peu bateau comme réponse, mais c'est une réalité parce que dans le domaine du cancer, on est loin d'être arrivé. Bien sûr qu'on a fait énormément de progrès ces dernières années, évidemment, aussi bien dans les traitements de la maladie que dans tout ce qui est traitement de support, par exemple, c'est-à-dire tous les moyens pour que les patients puissent supporter mieux les traitements. Mais on est loin, loin d'être arrivé au quai. Et l'intérêt justement de lier la recherche avec l'enseignement et avec le traitement des patients tel qu'on peut le faire à l'Institut Gustave Roussy et dans beaucoup d'autres endroits, bien sûr, eh bien, c'est un moyen justement de pouvoir aller plus vite et de pouvoir faire mieux pour nos patients. Vous êtes vice-président de l'AFSOS, l'Association française des soins de support en oncologie. Pourquoi cet engagement? Alors, c'est l'association francophone, puisqu'on va au-delà de la France. Et effectivement, nous essayons de travailler aussi avec nos voisins, voisins proches et un peu plus lointains, comme en Afrique, voire au Québec. Eh bien, parce que quand vous soigner des patients, l'objectif, c'est pas seulement de traiter leur maladie, c'est aussi de les accompagner, de faire en sorte que les traitements soient les moins toxiques possibles, que la maladie ait le moins d'impact possible sur les patients en termes de problématiques psychologiques, sociales, de douleurs aussi, tout ce genre de choses. Et l'intérêt de l'AFSOS, c'est de réunir tous les professionnels qui sont là pour aider les patients, quel que soit leur métier, pour justement se coordonner et apporter le meilleur d'eux-mêmes auprès de nos patients. Merci beaucoup, docteur Mario Di Palma. Merci à vous.